Mutuelle des agents des services publics locaux présente le Congrès des maires de France. De retour en direct du 101e congrès des maires de France. Le temps fort cet après-midi, ce sera le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui arrivera ici à partir de 15h. Il prononcera le discours de clôture à 16h et vous le voyez sur ces images, eh bien, les maires sont déjà nombreux à s'être installés pour attendre le discours du Premier ministre, un discours que nous suivrons bien sûr en direct sur notre antenne. Mais avant cela, on le disait, nous allons parler de finances locales. C'était le thème de la table ronde ici ce matin dans l'auditorium. Nous allons suivre les meilleurs moments dans quelques instants et puis avec 4 maires en plateau, nous débattrons de ce sujet car les inquiétudes des maires sur ces questions de finances locales sont nombreuses. Mais avant cela, sur ce plateau, il y a quelques minutes, nous recevions Marc Fesneau. Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Nous avons évoqué avec lui les nombreux sujets qui concernent les maires. Mais pour commencer, bien sûr, nous l'avons interrogé sur le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Il était présent aux côtés des maires de France. Alors, comment les maires ont-ils vécu ce discours? Ce discours a-t-il apaisé la colère des maires de France? C'est la question que nous lui avons posée. Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais en même temps, j'ai trouvé qu'hier, vous avez parlé de discours, je crois que c'était surtout un échange, puisqu'il y a eu un temps de discours assez court et qu'après, le président de la République a pris le soin de prendre beaucoup de questions. Je crois que ça a duré plus de 2 heures. Et par ailleurs de répondre à un certain nombre de questions sur les inquiétudes des maires. Et donc il a donné les orientations et le cap qui doit être le nôtre. Après c'est au gouvernement, à la majorité, et à ceux aussi qui voudraient, parce que je crois que c'est des choses qui sont partagées au-delà des étiquettes politiques, faire en sorte qu'on modifie un certain nombre de choses et de règles. On voit bien que la crise ou la difficulté qu'il y a dans les territoires, elle est liée à un certain nombre de lois qui ont été votées depuis des années, sans forcément donner un sens. Et donc il faut qu'on arrive à redonner du sens, et puis à redonner de la souplesse. Ça a été un des éléments, à mon avis, important du discours du président de la République. Vous êtes maire, vous avez été élu maire en 2008, maire de Marchenoir, commune du Loir-et-Cher. Vous la comprenez, cette colère? Vous comprenez ce ras-le-bol des maires? Oui, mais je répète, je crois que c'est une sédimentation pour l'avoir vécu. De l'agrandissement des régions dans les régions qui ont été concernées, l'agrandissement des communautés de communes sans qu'on donne un sens et même un projet parfois, au regroupement qui était opéré, les difficultés financières qui ont été liées à la baisse des dotations sur le quinquennat précédent. Globalement une illisibilité des choses et du système, c'est-à-dire que quand on est élu local, on finit par se perdre un peu quand on veut porter un projet. Et puis la difficulté des territoires plus ruraux à avoir de l'ingénierie, d'avoir la capacité à être accompagné par le service de l'État. Donc c'est un ensemble de choses. Et puis on pourrait rajouter aussi la difficulté autour des services publics. Quand vous êtes maire, votre préoccupation principale souvent, c'est de savoir comment vous maintenez un médecin ou un médecin à proximité. Et donc c'est aussi à tout ça qu'il faut répondre. Il y a des choses qui peuvent être faites dans un temps assez court. Je pense à la réflexion sur l'assouplissement d'un certain nombre de règles. Puis il y a des choses sur le temps long. Je pense à la démographie médicale, puisque je viens d'en parler. On voit bien que c'est des mouvements qui sont assez longs, mais la fin du numerus clausus, qui était réclamé par beaucoup d'opérateurs de santé, mais aussi des élus locaux, va être un premier élément, sauf qu'il faut dire la vérité, la fin du numerus clausus, ça ne produit ses effets qu'à terme. Et donc il faut dans l'intervalle essayer de trouver des solutions concrètes. Je pense qu'il faut on essaye, ça a été tout le sens du discours du président de la République, d'adapter les réponses aux situations locales. Je ne crois pas qu'il y ait de règles uniformes. Et ce dont on a souffert depuis des années, c'est une loi uniforme qui s'applique de manière uniforme sur le territoire. Or, les réponses, elles ne peuvent pas être uniformes. Vous avez des affaires de services publics. Ici, ça peut être des maisons de services publics. Ici, ça peut être des maisons de services publics mobiles. C'est ce que j'ai fait dans ma propre communauté de communes. Quand vous avez un territoire peu dense, très dispersé, faire une maison de services publics fixe, ce n'est pas forcément la seule solution. Donc, il faut qu'on essaie de trouver à la main, si je peux dire, des solutions. Les relations ne sont pas simples entre les élus et l'exécutif, entre l'Association des maires de France et l'exécutif, notamment avec François Baroin. Quand vous entendez des ministres comme Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin parler de politisation, est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas refuser de voir la réalité en face? Non, enfin, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu des postures. J'ai l'impression que... Des deux côtés? Oui, mais nous, il me semble que du côté gouvernemental, depuis un certain nombre de mois, la création d'un grand ministère de la cohésion des territoires a été autant de signaux envoyés en direction des territoires. Il faut que chacun se mette en situation de bonne volonté. Il y a autour des Gilets jaunes, sans qu'on puisse en détailler tous les sujets, il y a, je crois, une crise qui nécessite que la mobilisation du côté État et la mobilisation des collectivités locales. Ce n'est pas deux entités séparées. On ne répondra pas aux défis climatiques, aux défis économiques, aux défis de réindustrialisation, aux défis des services publics les uns
séparés des autres, voire pire, les uns contre les autres. Et donc, moi, j'appelle au dialogue et je pense qu'il faut qu'on sorte aussi des postures qui parfois peuvent ressembler à des postures politiciennes. Accuser les maires de politisation, est-ce que est-ce que vous m'avez entendu accuser les maires de politisation? Non, mais vos collègues ministres le font. Non, ils l'ont fait au travers du président de l'AMF, peut-être pas principalement de lui d'ailleurs pour dire les choses. Je crois pas que ça soit un message qui soit adressé à l'ensemble des maires. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue qui soit apaisé et qu'on puisse faire un mouvement collectif, parce que je pense qu'on a besoin de répondre aux sujets concrets des gens. Et donc on ferait défaut à notre responsabilité de responsables publics, locaux ou nationaux, à ne pas répondre à ces défis-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment parler de la réforme constitutionnelle qui arrivera au Parlement en janvier. Vous avez été rapporteur de cette réforme constitutionnelle. Cher Ferrand, oui. Exactement, et les maires ont beaucoup de demandes concernant cette réforme constitutionnelle, à commencer par inscrire l'autonomie financière et fiscale dans la Constitution. Est-ce que vous y êtes favorable? Enfin, ça c'est une vieille revendication. D'ailleurs, il y a des éléments qui sont déjà prévus d'autonomie. Après, il y a tout un débat et je pense pas que les associations d'élus soient forcément d'accord les unes avec les autres. Et moi-même, il me semble que c'est un débat, il ne faut pas le poser de façon trop simple. C'est impôt national dynamique ou impôt local parfois moins dynamique. Je pense ceci étant qu'il faut retrouver du sens à l'impôt local. Depuis là aussi des années, l'absence de revalorisation des valeurs locatives, ça a été fait sur les commerces, mais ça n'a pas été fait sur les habitations. Le fait que petit à petit l'État ait procédé à des exonérations fait que la lisibilité pour le citoyen et pour l'élu de la politique fiscale est en défaut. Et donc il faut à la fois retrouver un impôt local et après il faut peut-être qu'un sur un certain nombre de politiques, ça soit un impôt national. C'est peut-être ce mix qu'il faut trouver, de la constitutionnaliser les choses. Je pense que ça n'a pas forcément un sens. Je pense en revanche qu'il faut donner de l'autonomie et de l'autonomie d'action aux collectivités. Je vais vous donner un exemple. En Allemagne, Dieu sait si c'est un pays qui est considéré comme décentralisé, il n'y a quasiment pas d'impôts locaux. L'essentiel de l'impôt, il est national. Est-ce que pour autant on considère que ce n'est pas une démocratie très décentralisée? Les Länder ont des pouvoirs que n'imaginent même pas les régions sur un certain nombre de sujets. Et il me semble que, je ne dis pas que c'est l'exemple dont il faut s'inspirer, mais en tout cas, il ne faut pas faire des dogmes. Une nationalisation des impôts locaux? Je n'ai pas dit ça. Je dis il ne faut pas faire un dogme. Ce n'est pas parce que c'est un impôt national que les organisations ne sont pas décentralisées. L'Allemagne est un État fédéral, donc beaucoup plus poussé que nous en termes de décentralisation, et pourtant c'est un impôt national. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impôt n'est pas le seul vecteur qui justifie ou pas de l'autonomie des collectivités. Mais vous comprenez que les maires sont inquiets sur leur autonomie fiscale. Alors Emmanuel Macron a redit hier que la suppression de la taxe d'habitation et sera compensé à l'euro près, mais est-ce que à terme ça ne va pas passer par un impôt nouveau? Mais par ailleurs, il a été dit que dans le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné au printemps par les deux assemblées, il y aurait un travail de fait pour remettre à plat la question de la fiscalité locale et redonner du sens. Il y a des travaux qui sont faits. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été produits pour dire on pourrait descendre certains impôts départementaux vers les impôts locaux, municipaux ou intercommunaux. C'est tout le travail qu'on a à faire devant nous. Il faut le faire avec pragmatisme. Il faut le faire il faut trois choses à mon avis. Il faut quelque chose qui soit lisible pour les citoyens. Je paye un impôt pourquoi? Il faut quelque chose qui soit lisible pour les collectivités. C'est en quoi ma politique peut me permettre d'élargir ma base et pas monter mon taux. Et il faut le faire avec l'idée qu'il faut une dynamique. Et un mécanisme, et ça c'est le débat qu'a lancé le président de la République autour de la DGF, c'est les mécanismes de solidarité entre les territoires. Parce qu'on est dans un sentiment quand même qu'il y a des territoires qui captent plus de richesses pour des raisons de placement géographique ou autres, parce qu'ils sont sur des axes, parce qu'ils ont la chance d'être dans des dynamiques, et il faut quand même que la solidarité s'exerce. Et ça, c'est par les dotations que la solidarité peut s'exercer. Alors sur cette question, les élus qui demandent une loi de finances spécifique aux collectivités territoriales, vous pourriez dire oui? Enfin, oui, on peut regarder les choses. Ça a été un débat qui avait été amorcé, mais je trouve qu'on est trop là aussi dans les symboles. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un budget qui soit... Aussi, les symboles. Non, parce que ça, les symboles, on ne règle pas les questions. La question, c'est qu'on ait une lisibilité des financements des collectivités locales. Et on peut très bien identifier dans le budget général la spécificité des collectivités locales. Ça peut être aussi simple. On est par ailleurs le pays qui passe le plus de temps à examiner un budget. Chez nous, c'est 60 jours. En Allemagne, c'est 20 jours. Vous croyez qu'il faut rajouter un budget supplémentaire? Donc je pense que c'est plutôt une question dans le budget général qu'il faut poser de lisibilité des financements des collectivités. Il y a la part de l'impôt, la part des dotations, la part des reversements de l'État sur un certain nombre de politiques. Déjà, on ferait une étape de clarification pour que les collectivités voient. Cette loi de finances des collectivités territoriales, elle n'a pas de nécessité, c'est ça? Moi, il me semble pas. Moi, j'ai été rapporteur, nous y avions travaillé, et écoutant les uns et les autres, il ne nous semblait pas que c'était un élément central pour permettre aux collectivités. Moi, j'ai été maire, vous savez, j'étais pas très demandeur d'avoir une loi de finances
identifié. J'étais demandeur d'avoir des médecins, j'étais demandeur qu'on m'aide à réimplanter des commerces, j'étais demandeur d'avoir du haut débit. Ça, c'est des affaires concrètes, vous voyez ce que je veux dire. Le reste est un peu abstrait à mon sens. Autre sujet, garantir la place de la commune dans la Constitution, c'est aussi ce que demandent les maires. Est-ce qu'il faut constitutionnaliser la clause de compétence générale pour les communes? Elle n'est pas remise en cause et personne ne l'a jamais remise en cause. Enfin, je connais aucun texte et aucun gouvernement qui ait remis en cause la vocation des communes. Je pense qu'en revanche, il faut réaffirmer, parce qu'en fait, les communes maintenant se vivent trop comme une soustraction des compétences qu'elles ont données aux autres étages. Et donc, on a besoin de réaffirmer ce que peut être le rôle de proximité des communes. Ça n'a pas besoin de le constitutionnaliser. Enfin, on est en train de faire bavarder la Constitution. On va finir avec 150 articles. On est le pays qui modifie le plus sa Constitution. Alors, on est content, on le met dans la Constitution. Et après, qu'est-ce qu'on change? Au fond, rien. Ce qu'il faut, c'est que, d'un point de vue très concret, on dise à quoi est destinée la commune. Quel est le lien social qu'elle organise? Quel est le lien d'interaction avec l'intercommunalité qu'elle organise? C'est ça le travail que nous avons à faire. Et pas forcément. Tout ne doit pas passer par la Constitution. Tout ne passe pas par la Constitution. Je pense que, je répète, quand j'étais élu local, je ne réclamais pas que dans la Constitution, on me rajoute 10 articles. Je réclamais qu'on me réponde à des questions très très concrètes. Je donnerais bien des articles de la Constitution pour avoir retrouvé des médecins. Donc l'AMF et François Baroin se trompent de débat? J'aime pas quand on caricature. Enfin, le monde n'est pas aussi simple que vous le décrivez en blanc et noir. On peut avoir des débats, on peut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire avec l'AMF, on peut avoir des désaccords sans que ce soit un drame. François Baroin est maire, j'ai été maire, je porte aussi une parole. Je ne dis pas que c'est une parole de vérité, mais une parole de ce que j'ai vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'essaie de parler aussi au nom, non pas des structures nationales, mais des maires de terrain qui ont demandent des réponses très concrètes. Quand vous n'avez pas le haut débit dans votre commune, je vous assure que c'est un vrai sujet. Ça, c'est pas de niveau constitutionnel, c'est de niveau financier, c'est de niveau de convention entre l'État, la région, les départements, les intercommunalités. Moi, comme maire et comme ministre, j'ai besoin de solutions et de réponses pratiques. Dernière question sur un sujet d'actualité, le mouvement des Gilets jaunes. François Bayrou a lancé ce matin dans une interview au Figaro une alerte. Il faut réfléchir sur la hausse des taxes du carburant en janvier. Vous êtes MoDem. Est-ce que le gouvernement fait une erreur en ne fléchissant pas sur ce sujet? La question là non plus n'est pas la question de fléchir ou pas fléchir. La question c'est d'entendre ceux qui peuvent se trouver en situation d'impasse. Quelle est la vérité? C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans la situation d'être dans l'obligation d'avoir voire deux véhicules. Quand vous êtes en couple et que les deux travaillent, vous avez besoin de deux véhicules. Et vous avez besoin de faire 30, 60, 70 km. C'est une réalité que je connais bien, puisque je vis à 30 km de la première ville principale. Donc je sais très bien à quel point on est dépendant du véhicule. Mais la question, c'est aussi de sortir de la situation de dépendance au pétrole, parce que les prix du pétrole, ni vous ni moi, nous sommes capables de dire où ils seront dans 5 ans. Il y a 7 ans, on avait le prix du diesel à 1,50 déjà. Et il y a 5 ans déjà, les gens peinaient. Et donc la situation dans laquelle il faut qu'on se trouve dans 5 ou 10 ans, c'est de faire en sorte qu'on ait pu avoir un mix énergétique. C'est pas de renoncer à la voiture, mais c'est de faire en sorte que... Parce que dans des territoires comme les nôtres, la voiture, c'est la liberté, c'est le seul moyen de se déplacer. Et on va pas... Mais quand François Bayrou dit qu'il faut y réfléchir... Je dis donc qu'il faut que nous assumions l'idée qu'il ne faut pas qu'on soit dans la situation de la dépendance aux desiderata des grandes monarchies pétrolières qui s'enrichissent sur notre dos. C'est une question d'autonomie française. Et on doit trouver un mix qui nous permette de nous défaire de cette dépendance-là. Et par ailleurs, vous connaissez François Bayrou, je le connais aussi très bien, j'en ai parlé d'ailleurs avec lui hier, il a une voix libre, c'est bien qu'il puisse exprimer des choses. Il y a un certain nombre de mesures qui vont être réexaminées dans le projet de loi de finances pour compenser d'un point de vue complémentaire et pour écouter ce que disent les gens et pour accompagner cette transition. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra qu'on travaille. Et il a une voix libre, mais il a une voix qui compte, notamment auprès d'Emmanuel Macron. Pas parce qu'elle est libre qu'elle compte pas, oui. Donc la hausse des taxes, ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Non, je dis simplement qu'il faut regarder posément les choses. Il faut qu'on donne le signal quand même qu'il faut qu'on évolue. Parce que sinon, on restera dans la situation de statu quo. Et je répète, nous étions à 1,50 il y a 7 ou 8 ans. Je l'ai vécu, j'ai même réinstallé une station-service. Donc j'étais très attentif au prix du pétrole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais dans la situation de celui qui est dépendant aux desiderata des pays, des monarchies du pétrole. Je ne suis pas fan des monarchies pétrolières qui vivent de la rente sur notre dos. Et donc il faut qu'on s'en débarrasse. Donc il faut donner un signal. Et par ailleurs, il faut accompagner parce qu'il y en a qui sont en situation de désespérance légitime. Parce qu'ils disent, je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas forcément racheter un véhicule. Et c'est ça qu'il faudra regarder au travers des éléments budgétaires. Voilà pour cette interview de Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, enregistré un tout petit peu plus tôt sur ce plateau. Je vous le disais, le thème de la matinée, ce sont les finances locales. C'était le thème de la table ronde. On va en débattre dans quelques instants avec 4 maires présents sur ce plateau. Mais avant cela, je vous propose de regarder les meilleurs moments de cette table ronde qui a eu lieu ce matin dans l'auditorium de l'AMF. Ils sont préparés par Alice Bardot. Philippe Laurent. Oui, tout à fait. Quand on nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, à l'AMF? Ce que nous voulons, c'est des garanties. C'est des garanties. Et dans notre système institutionnel,
la seule garantie, et encore, enfin admettons, la seule garantie, ou en tout cas la garantie la plus forte, c'est en effet d'inclure dans la Constitution elle-même un certain nombre de choses. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité de faire. En 2000, dans la révision constitutionnelle dont on a parlé tout à l'heure en 2003, avec la loi organique qui est suivie en 2004, on a cité tout à l'heure, il y a eu cette volonté. Mais je dois dire qu'à l'époque, et c'était évidemment pas la majorité actuelle, mais je dois dire qu'à l'époque, il y a eu un débat extrêmement violent, enfin, ouais, très animé, entre notamment le président de l'AMF de l'époque, qui était sénateur, qui était Daniel Höffel, et le gouvernement, qui était pourtant proche de lui. Oui, il y a eu un débat très viril, parce que Daniel Höffel défendait précisément l'inclusion dans la Constitution et dans la loi organique de 2004 des ressources propres comme étant des ressources dont on peut fixer le taux et sur lesquelles on peut influer l'assiette. C'est le cas de la taxe d'habitation à l'heure actuelle, puisqu'il y a les abattements et le taux. D'accord ? Et Daniel Höffel était dans cette logique-là. Et il n'a pas été entendu à l'époque. Et ça a été une forme de, comment dirais-je, nous avons vécu ça aussi comme une tromperie d'une certaine manière. Une tromperie, en fait, de l'État et du Parlement de l'époque, qui n'a pas donc souhaité aller plus loin dans l'autonomie fiscale. Eh bien aujourd'hui, donc un certain nombre d'années après, on est d'une certaine manière dans une situation qui est à peu près comparable. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce combat sur l'autonomie fiscale est absolument déterminant. Et il ne peut à un moment donné que passer que par la Constitution. Jacques Bourguet, maire d'une commune de 180 habitants dans le Béarn. L'année dernière, Monsieur le Président de la République est venu ici nous faire un exposé concernant l'imposition locale. Il nous avait dit que nous obtiendrions une autonomie totale en 2020 par rapport aux impôts locaux, avec l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le devenir de cette taxe d'habitation. Il ne faudrait pas qu'en supprimant la taxe d'habitation, on en soit rendu à augmenter les bases d'imposition du foncier bâti et du foncier non bâti. Donc, ce qui serait bien, c'est que l'AMF soit très vigilante sur cette augmentation, cette révision des bases, de manière à ce qu'elle ne soit pas encore une fois le contribuable qui paye les pots cassés. Je vous remercie. Alors, vigilance de l'AMF, monsieur le premier vice-président. Oui, vous me pardonnerez peut-être d'être un peu plus long dans ma réponse parce que le problème de la réforme et de la suppression de la taxe d'habitation mérite, me semble-t-il, quelques explications de fond. C'est quand même un sujet central dans nos inquiétudes. Ça mérite qu'on aille au fond du dossier. Le comité des finances locales qu'on évoquait au début de cette séance et que j'ai l'honneur de présider a travaillé pendant plusieurs mois sur ce sujet. Et nous sommes arrivés à une proposition unanime du comité des finances locales. Tout à l'heure, Olivier Carré a dit très justement qu'au cœur de la suppression de la taxe d'habitation, il y avait la rupture du lien entre le citoyen et la commune. C'est sur le plan démocratique gravissime. Et donc il faut permettre le maintien de ce lien. Mais ce qu'il faut aussi, c'est garantir dans la durée, en prenant en compte l'évolution des bases, la compensation pour chacune de nos collectivités ou établissements publics concernés. L'inconvénient de ce qui nous est dit pour l'instant, des éventuelles propositions du gouvernement, puisque en réalité, nous avons des bribes qui sortent ici ou là, mais aucun document précis sur le sujet. Mais ce qu'on nous présente comme étant, je crois, la 6e version du gouvernement, je répète, dont elle n'est pas officielle, c'est quelque chose qui révélerait une grande complexité. C'est ce que j'appelle un bonneteau fiscal. On prend d'une main, on redistribue de l'autre et on cache l'essentiel. On prendrait, pour simplifier, aux départements leur foncier bâti, les mettant dans la situation de ne quasiment plus avoir aucun impôt sur lequel ils peuvent actionner leur liberté et leur autonomie. On nous propose la fin du dégrèvement et l'absence de garantie dans la durée, puisqu'on nous dit quand on sera à 100%, on supprime. Mais si on supprime, mes chers collègues, il n'y a plus de dégrèvement. Vous ne pouvez pas dégréver un impôt qui n'existe plus. Et s'il n'y a plus de dégrèvement,
nous n'avons plus aucune garantie de la compensation dans la durée. Alors, je vais essayer d'être l'auxiliaire le plus zélé du président de la République. Écoutez bien. Je souhaite que ça soit noté au procès-verbal. Je vais citer intégralement le président de la République dans ce que je vais dire, et je mets les guillemets. Et je mets les guillemets. Philippe Laurent se bouche les oreilles. Non, non, au contraire, il connaît déjà et il est heureux d'entendre. Bon, bah, tu connais, Philippe. D'abord, bien entendu, la première annonce avait été l'exonération de 80%. Mais le Conseil constitutionnel est passé par là, a rappelé que ça ne pouvait pas être une simple exonération, mais obligatoirement un dégrèvement. Et le Conseil constitutionnel a même dit qu'il réexaminerait le sujet à la fin, car il n'était pas envisageable qu'il n'y ait pas d'égalité devant l'impôt, ce qui veut dire, en termes plus clairs, que bien entendu, il fallait passer à 100%. Le président de la République, avec son agilité naturelle, intellectuelle, a immédiatement dit « c'est évident que si c'est injuste pour 80%, c'est forcément injuste pour les 20% qui restent ». Et il nous a dit un certain nombre de choses dans ce congrès l'an passé. Il a dit « cela devra se faire, j'ouvre les guillemets, en procédant par dégrèvement, vous serez intégralement compensé ». C'est parfait, il avait compris ce que le Conseil constitutionnel avait souhaité. Deuxième point, toujours entre guillemets, les maires doivent garder intégralement leur pouvoir de taux. Ce qui, bien entendu, me conduit à m'étonner de la manière dont le Premier ministre s'est permis de distribuer des bonnes et mauvaises notes suivant que nous avions augmenté nos taux ou pas. Je le dis d'autant plus détendu qu'en ce qui me concerne, je ne les ai pas augmentés depuis 15 ans. Mais je considère que c'est totalement inacceptable qu'on puisse, alors que le président de la République a dit qu'il tenait à ce que nous gardions intégralement notre liberté de taux, il puisse y avoir ce type de discrimination qui a ensuite basculé malheureusement sur un hashtag dramatique. C'est ensuite, et je cite à nouveau le président de la République, la prise en compte de la dynamique des bases. Car quand je lis dans le courrier du président de la République au maire que ça serait à l'euro près, mais si c'est à l'euro près et que c'est figé pendant 20 ans, mes chers collègues, l'euro, il aura perdu un peu de sa vivacité. Et donc, bien évidemment, il faut que ça intègre la dynamique des bases. Enfin, dernière phrase que je citerai du même discours du président de la République, et j'ouvre les guillemets, garantir pleinement l'autonomie financière et fiscale. Voilà l'ensemble des engagements du président de la République. Le comité des finances locales a longuement travaillé sur le sujet et nous avons trouvé la réponse pour que l'ensemble des engagements soient tenus. Cette réponse, en définitive, vous savez, c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb. Ça a l'air compliqué, et puis d'un seul coup, on découvre la solution. Eh bien là, la solution, puisque le gouvernement et le président ont également dit que ce dégrèvement ne s'appliquerait pas aux résidences secondaires. Donc ça veut dire qu'on maintient la taxe d'habitation sur les dites résidences secondaires. À partir de là, puisque la taxe d'habitation continuera à exister pour cette catégorie de contribuables, eh bien, nous proposons, c'est la proposition unanime du comité des finances locales, que le dégrèvement soit général sur les 100% de contribuables qui payent sur leur résidence principale. Ça permet ainsi de préserver le lien avec le citoyen, puisque dans le cadre d'un dégrèvement, nous gardons notre liberté de taux. Ça permet aussi simplicité et lisibilité, parce que si on met en place des impôts de complément, ça veut dire qu'il y aura des perdants et des gagnants dans les compléments, ça veut dire qu'il y aura des équivalents de la DCRTP, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, et ça veut dire à nouveau que certains seront figés sur des mauvaises bases et que donc nous aurons figé les inégalités sans permettre de les corriger.
Et donc, cette solution d'un dégrèvement général de la résidence principale respecte l'intégralité des engagements présidentiels. Et malgré les difficultés, je veux encore croire à la fiabilité des engagements. Ça permet une lisibilité, ça permet une liberté et ça nous garantit dans la durée, puisque le Conseil constitutionnel serait alors le garant, bien entendu, des évolutions législatives et permettrait de faire que ces évolutions législatives ne remettent pas en cause notre liberté et nos moyens. Je pense que c'est une solution totalement juridiquement fiable, totalement financièrement fiable, et je pense qu'il serait tout à fait dommageable de s'en priver. Alors j'entends un argument, mais qu'on me dit à voix basse quasiment du côté du gouvernement, on me dit « Ah oui, mais ça coûterait ». Mais alors, mes chers collègues, si ce qui permet de compenser intégralement la suppression de la taxe d'habitation est considéré aujourd'hui comme trop coûteux, ça veut dire qu'au fond, on n'a pas l'intention de nous compenser, c'est l'aveu et ça n'est pas acceptable. À vous, monsieur. Et bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un témoignage et en même temps profiter de cette tribune pour me faire entendre, parce que les différents courriers adressés à Madame Couraud ou même à l'AMF, à Monsieur Laurent, à nos parlementaires, n'ont pour l'instant pas eu de réponse. Donc, En vous présentant, s'il vous plaît. Pardon, je vais me présenter absolument. Donc Ruault Jean-Pierre, je suis vice-président d'une petite communauté de communes de 59 000 habitants, avec 39 communes situées entre Chartres et Rambouillet. Et nous nous appelons les portes euréliennes d'Île-de-France. Alors nous constatons, malgré l'annonce d'une baisse des dotations par le président de la République au dernier congrès des maires de France et du ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, que les communes membres de notre communauté de communes des portes euréliennes subissent en majorité une diminution sensible de leurs attributions en 2018. Nous avons réalisé une étude d'impact sur l'évolution des composantes de la dotation globale de fonctionnement entre 2017 et 2018 dans le cadre de notre nouvelle communauté de communes issue de la fusion de 5 communautés de communes au 1er janvier 2017. Le constat est sans appel, le bilan est très négatif avec 27 communes qui enregistrent une diminution de leur DGF. En pourcentage, c'est plus facile à comprendre, 69% des communes membres et une baisse totale de 368 kg. Alors ce constat rapporté aux évolutions moyennes nationales et départementales d'Eure-et-Loire sont également intéressantes. L'État nous dit que la DGF a augmenté au niveau macroéconomique. On a parlé de ce critère tout à l'heure. C'est vrai, en moyenne, ça n'a pas bougé, voire augmenté. Mais les disparités sont très très élevées et l'analyse réalisée au niveau microéconomique est complètement différente. En France, on a 53% des communes qui ont une DGF qui a augmenté. Qu'est-ce qui se passe dans le département d'Eure-et-Loire? 59% des communes ont une baisse de la DGF. Et sur notre communauté de communes, 69%. On voit bien que la comparaison entre le macro et le micro pose un énorme problème. Et nos représentants nationaux, il faut qu'ils soient sensibles également à ce qui se passe sur le terrain. Donc, je disais, 27 baisses sensibles qui proviennent principalement de la perte d'éligibilité de la dotation à des SRU, moins 158 kg, diminution de la dotation nationale de péréquation, moins 177 kg. Une cause possible et une conséquence. Dans la cause, eh bien, je reviendrai sur la loi NOTRe. La loi NOTRe, elle a regroupé 5 communautés de communes et je ne peux pas imaginer que l'État n'ait pas fait de simulation sur les conséquences dévastatrices financières. Eh oui, malheureusement, c'est ça le problème, c'est que ces simulations, elles n'ont pas... Oui, allez-y. Je n'arrive pas à le comprendre, ça. Nous, quand on fait nos budgets, on a besoin de simulation, sinon on ne fonctionne pas. Et
la conséquence, c'est que les deux critères qui influencent les dotations globales, c'est le potentiel fiscal et le potentiel financier par habitant. Ces deux critères ont été impactés par ces fusions dans le cadre de la loi NOTRe et ont eu une conséquence immédiate de donner un poids financier virtuel à ces petites communes qui n'ont rien demandé, elles. Donc, ce que je voudrais, c'est que, d'une part, au-delà de la simulation qu'on attend de l'État pour nous aider à travailler correctement sur des prospectives, qu'en 2019, on puisse avoir ces simulations. Je pense qu'en 2019, on aura un autre problème, parce que le périmètre de notre comité de communes va à nouveau bouger, il a bougé, ce qui veut donc dire que les potentiels fiscaux, les revenus fiscaux par habitant vont également bouger. Donc je suis sûr qu'on aura encore une baisse des dotations pour nos petites communes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait un effet de cliquet ou un effet de garantie qui permette à nos petites communes rurales de très petite taille de ne plus être face à cet effet immédiat et violent de la baisse des dotations de finances. Christian Billac, et puis ensuite Marie-France Beaufils. Oui, merci de me donner la parole. On voit quand même quelque chose de simple à faire. Je suis d'accord qu'il faut revoir la DGF dans sa totalité, mais il y a en attendant une mesure très simple qui a été demandée par le comité des finances locales et qui pourrait être mise en place lors de la deuxième lecture de la loi des finances, monsieur le député. C'est la séparation du fonds de péréquation, du FPIC, en deux parties, une communale et une intercommunale. On demande ça à l'unanimité au comité des finances locales et on a une fin de non-recevoir du gouvernement. C'est facile à comprendre. Lorsqu'il y a eu les fusions d'intercommunalité, les calculs ont été modifiés. Moi, j'admets qu'ils étaient modifiés pour l'intercommunalité. Mais la commune qui est à l'intérieur de ce périmètre, elle, sa situation financière n'a pas du tout bougé. Et si par l'intermédiaire d'une fusion, cette commune a intégré un contributeur au FPIC, eh bien elle se retrouve, alors qu'elle était bénéficiaire auparavant, elle se retrouve à contribuer alors que sa situation n'a absolument pas changé, que le maire il a le même budget, les mêmes difficultés, mais simplement parce qu'il y a eu fusion d'intercours, on le fait contribuer alors que la veille, il était bénéficiaire. Donc un fonds communal, un fonds intercommunal, parce que on a toujours ce problème, alors c'est vrai qu'il y a eu un effort de fait en supprimant la contribution des communes pauvres au sein des intercos riches, mais il reste quand même le problème quand le FPIC est bénéficiaire pour ces communes pauvres qui ne perçoivent pratiquement rien. Voilà, donc il faut avoir deux FPIC, un basé sur la richesse, pour faire simple, sur la richesse de la commune et un basé sur la richesse de l'intercommunalité. On est obligé d'y arriver parce que sinon on va continuer à avoir un FPIC où deux communes, parce qu'elles ne sont pas dans la même intercommunalité, il y en a une avec la même richesse qui contribue au FPIC et l'autre qui encaisse du FPIC. Donc ça, c'est facile à remédier et on peut le remédier dès la loi des finances cette année. Et puis, j'en ferai ma conclusion parce que je vois le cadran là. Moi, je voudrais quand même, pour conclure, dire qu'il y en a un peu marre qu'on mette à l'index la dépense publique. Et nous avons demandé, là aussi au comité des finances locales, qu'il y ait une étude de fait sur les bienfaits de la dépense publique. Parce que cet argent que nous dépensons, je pense... Vous avez vu la campagne de communication de l'AMF qui nous a été présentée. Mais bien sûr. Mais cet argent que nous dépensons, nous ne le dépensons pas dans les paradis fiscaux ou aux îles Caïmans. Cet argent que nous dépensons, il va aux artisans pour entretenir nos bâtiments, pour construire de nouveaux équipements. Il va au commerce local. Il va avec les salaires de nos employés. Et tout ça, c'est réinjecté dans l'économie par le biais de cotisations sociales, par le biais d'impôts. Et donc, on parle toujours de la dépense publique. Moi, je voudrais que de temps en temps, on parle aussi des effets bénéfiques de la dépense publique
au-delà de la qualité de vie qu'on offre à nos concitoyens. Merci. Voilà pour les meilleurs moments de cette table ronde sur les finances locales qui avait lieu ce matin dans l'auditorium à l'AMF, ici au Congrès des maires de France. Nous allons continuer à débattre de ce sujet avec 4 maires qui sont sur ce plateau. Je vous les présente. Marie-Claude Jarraud, bonjour. Vous êtes maire LR de Mont-Soleil-Mines, présidente de l'Association des maires de Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous. André Léniel, bonjour. Bonjour. Maire d'Issoudun, maire socialiste d'Issoudun, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Olivier Carré, bonjour. Maire d'hiver droite d'Orléans, président d'Orléans Métropole. Et enfin, Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Maire UDI de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Alors, avant de débattre de ce sujet des finances locales, un mot quand même sur ce qui s'est passé hier soir à l'Elysée, le discours et l'échange d'Emmanuel Macron avec des maires de France, échange qui a duré plus de 2 heures. Marie-Claude Jarraud, est-ce que ce discours, cet échange d'Emmanuel Macron avec les maires, il a répondu à vos attentes ? D'abord, je voudrais saluer cette initiative, même si le président de la République n'est pas venu au Congrès des maires. Il nous a reçus hier soir dans un format un peu innovant, c'est-à-dire qu'il nous a parlé, puis il a accepté de répondre à un certain nombre de questions qui n'étaient pas prévues à l'avance, donc c'est plutôt courageux. J'ai trouvé qu'il nous avait fait passer des messages, le message de la contractualisation, réaffirmer le message de l'autonomie un petit peu moins affirmé, et puis le message du contrôle a posteriori. C'est ce message-là qui m'a le plus convenu. Reste maintenant à donner les preuves et à le mettre en œuvre. Olivier Carré, on entendait Marie-Claude Jarraud dire que c'est courageux. Est-ce que finalement, ce format, ça a effacé l'absence d'Emmanuel Macron ici au Congrès des maires ? C'était pas un oral de rattrapage. Il a bien dit qu'il ne se défilait pas et il l'a prouvé en répondant assez directement à des questions qui pouvaient être favorables comme à d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et donc ça lui a permis aussi de réaffirmer que dans la démocratie française, le président de la République, le maire, étaient les 2 personnalités politiques sur lesquelles les Français se reposaient. Et que quelque part, on avait une forme de responsabilité commune à accompagner toutes les mutations qu'il y a dans ce pays. Alors lui, il les voit à son échelle, nous on les vit tous les jours dans nos territoires, ces différentes transitions, avec un certain nombre de contraintes, dont celle de la maîtrise de la dépense publique qui nous concerne tous. Ça fait l'objet de débats ce matin, mais j'ai trouvé que c'était une parole franche, et la question, elle est de savoir justement si on est capable de dépasser nos contingences politiciennes pour accompagner les Français dans tous ces changements. Il vous a tendu la main hier, le président de la République. Vous la saisissez, cette main tendue ? Ça fait déjà un certain temps que je considère qu'il faut aller vers tous ceux de droite ou de gauche qui tendent la main vers justement l'accompagnement des Français dans leur mouvement. Maintenant, après, ça se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas en remettant en cause tout. Mais j'ai pas entendu que c'était sa volonté. J'ai entendu surtout quelqu'un qui voulait du pragmatisme. Par contre, est-ce que sa parole descend dans l'ensemble de son administration? C'est là qu'on attend l'exécutif au sens plein du terme. André Léniel, Philippe Laurent, on a suivi en direct le discours d'Emmanuel Macron. En revanche, vous, membre du bureau de l'AMF, vous avez rencontré le président de la République à l'Elysée à 17h30 avant son discours. André Léniel, comment s'est passé cet échange avec le président de la République qui s'est prolongé, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé en retard à son discours? On ne va quand même pas expliquer que c'est parce que nous avions une réunion de travail qu'il est arrivé en retard. Je ne sais pas, je ne suis pas allé aux falbalas qui ont suivi, donc je ne sais pas s'il a été aimable. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne la réunion de travail, ça n'était pas le cas. Il n'était pas aimable ? Non, il était campé sur ses positions, parfois assez cassant, et surtout revenant sur un certain nombre d'engagements. Par exemple, et là j'avoue que c'était un peu surréaliste, il nous a expliqué qu'il ne s'était pas engagé à revenir devant le Congrès des maires de France, alors que passe en boucle sur toutes vos chaînes le discours qu'il avait tenu dans ce même lieu il y a 1 an. Il a remis en cause l'idée qu'il puisse y avoir une autonomie fiscale, clairement, brutalement, alors qu'il a dit exactement le contraire il y a 1 an dans ce lieu même. Ce n'est que pour citer 2 exemples, j'en ai beaucoup d'autres à votre disposition, et donc ça a été une réunion où nous étions venus pour tendre la main.
et où la main n'a pas été saisie. Bien au contraire. Elle a même plutôt été rejetée. Nous continuerons à affirmer que nous tendons la main, mais pour que des mains se rejoignent, encore faut-il qu'il y en ait deux qui aient le même sentiment et la même volonté. Philippe Laurent, vous étiez vous aussi à cette réunion. Si on écoute André Léniel, il y a eu 2 Emmanuel Macron hier soir. Celui du bureau de l'AMF devant vous et celui devant les publics, hein, devant les maires, devant les chaînes de télévision. Il était cassant avec vous? Vous savez, c'est ce qu'on appelle le en même temps. Voilà, et en cassant, pas spécialement cassant, il a dit les choses comme il sait les dire parfois, c'est-à-dire avec une certaine fermeté. Moi, je n'étais pas non plus le soir parce que, notamment, il y avait une autre manifestation prévue de longue date qui s'appelle le Grand Prix des maires et au cours duquel ont été mis en avant un certain nombre de nos collègues innovants sur les territoires. C'était d'ailleurs très intéressant. Ça montrait, si vous voulez, la capacité d'innovation qui existe sur tous nos territoires, de la plus petite commune à la plus grande ville. Et je fais le lien avec justement les déclarations, en tout cas les prises de position du président de la République lors de cette réunion. Moi, il y en a une qui m'a absolument marqué, c'est en réalité le fait qu'il ne croyait plus à l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. C'est-à-dire que ça c'est une remise en question complète de tout le mouvement de décentralisation qui a été engagé depuis 40 ans dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit clairement sur ce sujet? Il a dit ça, je n'y crois plus. L'autonomie financière et fiscale, je n'y crois plus. Il y a plein d'autres pays dans lesquels ça n'existe pas et ça marche très bien. Sauf que, et nous lui avons fait remarquer, ces pays sont des pays à caractère fédéral. Et qu'il y a d'autres protections des collectivités territoriales, puisque notamment le Sénat, dans ces pays, par exemple le Sénat allemand, a un droit de veto sur un certain nombre de choses. Ça n'est pas le cas en France. Et donc par conséquent, cette remise en question, elle est vraiment très étonnante. Elle est très très étonnante. Jamais un président de la République n'a fait ça, n'a dit ça. Jamais. Alors, peut-être qu'il faut en engager la discussion, peut-être qu'il faut faire évoluer notre pays vers un système fédéral, mais alors là, bonjour. Là, on n'est pas sorti du débat. C'est contraire à notre tradition nationale, mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut le dire comme ça. Et il ne faut pas le dire au détour d'une réunion donc, de travail et donc venir ainsi montrer qu'en définitive, c'est très bien, les maires sont très bien, on a besoin d'eux, etc. Mais on a besoin d'eux pour faire ce que l'État leur dit de faire. Mais juste clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin des impôts locaux? La nationalisation de l'impôt? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Comment pensez-vous que la taxe d'habitation sera remplacée? Il a dit lui-même que ça ne serait pas remplacé par un impôt. Donc ça ne peut être remplacé que par des dotations qui viennent d'ailleurs d'on ne sait où, puisque l'État, si je ne m'abuse, n'est pas quand même très riche. Et donc par conséquent, ce sera des dotations qui pourront varier au gré de la volonté du pouvoir national, puisque le Parlement est malheureusement un peu quand même aux ordres du pouvoir national. Donc nous aurons ainsi des dotations qui baisseront dans l'avenir, comme ça a été le cas toujours, comme ça a été le cas dans les mandats précédents. Nous connaissons parfaitement ça. L'État ne tient jamais sa parole dans ce domaine. C'est ainsi. C'est pas cet État aujourd'hui, c'est l'État en général. Olivier Carrelesi sur ce sujet. Oui, non, je voudrais juste réagir parce que déjà, pas d'impôt nouveau. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que certains scénarios qui passent. Et c'est vrai qu'il y a des élus qui demandent à ce qu'il y ait des créations d'impôts nouveaux. Et ça fait partie. Ça fait partie des solutions qui peuvent être analysées. C'est votre avis, vous aussi? Il faut un impôt nouveau? Ah ben pas d'impôt nouveau, moi c'est mon point de vue, qu'il n'en faut pas, mais c'est un avis personnel. On a un certain nombre de collègues qui pouvaient défendre l'idée, il y a même eu une hypothèse qui a été évoquée au sein du CFL, rapportée par le président, d'un impôt qui se substituerait à la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés. Et donc en remplacement dans le sens de lier l'impôt à l'action publique, ce qui est quelque chose d'important. Ça, on en est tous d'accord. L'autre élément, c'est qu'il y a quand même d'autres éléments qui ont été dits publiquement et qui sont des éléments qui ne remettent pas en cause l'autonomie de décision des collectivités, et loin de là, puisque justement à la différence d'aujourd'hui où beaucoup de choses viennent par circulaire de l'État et du Parlement, l'expérimentation, la différenciation sont des éléments qui vont être dans le débat public avec justement cette question en France de faire en sorte qu'on n'applique pas forcément la même politique, et cela décidé par des élus locaux dans différentes régions qui ont à répondre à des problèmes qui sont différents eux-mêmes. Si ça, ce n'est pas aussi des évolutions qui sont fondamentales par rapport à ce que l'on connaît dans l'architecture depuis longtemps des collectivités locales, ça me paraît être une innovation majeure. La prendre avec précaution,
mais c'est de véritables avancées. Pour revenir sur cette question de l'impôt, André Léniel. D'abord, comme Olivier Carré, je suis contre tout impôt nouveau. Ce serait un extraordinaire pied de nez à nos concitoyens que de leur dire qu'on supprime la taxe d'habitation pour recréer un impôt qui ressemblerait à la taxe d'habitation. Donc ça n'a pas de sens. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier Carré, d'abord, il n'y a pas besoin de réforme de la Constitution pour la différenciation. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Conseil d'État. Toutes les lois existantes sont suffisantes pour que cette différenciation puisse se faire. Ça n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, en matière d'expérimentation, où il faut un changement des textes. Mais surtout, cher Olivier, expérimenter, différencier. Si dans le même temps on nous étouffe financièrement, quelle est alors notre marge de manœuvre? Vous savez, c'est Camus qui disait supprimer le pain du travailleur, que lui reste-t-il de liberté? J'ai envie de paraphraser. Alors comment on supprimer les ressources des collectivités locales, que nous reste-t-il de liberté? Comment on fait pour compenser cette suppression de la taxe d'habitation? Quelle est votre solution? Alors, l'engagement du président doit être respecté. Mais j'ai dit ce matin qu'il y avait une solution, qui est d'ailleurs votée à l'unanimité par le comité des finances locales, c'est-à-dire toutes les strates et l'ensemble des formations politiques. Quelle est cette idée? Elle est simple. C'est que, aujourd'hui, est en place un dispositif qui permet la compensation, mais qui théoriquement ne vaut que pour les 3 ans, qui est le dégrèvement. C'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui l'a imposé, disons-le clairement. Bien. Nous disons, quand nous serons à 100%, puisque pour l'instant n'est prévu que les 80 premiers pourcents, quand nous serons à 100%, le gouvernement et le président ont précisé que ce 100% n'engloberait pas les résidences secondaires, ça veut dire que la taxe d'habitation continue à exister. Alors appliquons à l'ensemble de ceux qui sont dégrevés, c'est-à-dire ceux qui ont une résidence principale, le dégrèvement, ce qui permet de garantir les ressources des collectivités locales, non seulement sur l'instant, mais dans la durée et avec l'évolution des bases. C'est une garantie constitutionnelle et c'est la seule garantie qui vaille dans la durée pour que les collectivités territoriales soient effectivement compensées. Marie-Claude Jarraud. Évidemment, je suis d'accord, surtout pas d'impôts nouveaux. Cela ouvrirait la voie aux démagogies de tous bords et ça enverra un signe extrêmement négatif à nos concitoyens qui sont accablés d'impôts et qui se sentent abandonnés sur ce sujet. Je crois qu'on a aussi un travail à faire sur le rôle de l'impôt. À quoi sert l'impôt et comment on constitue les ressources et qu'est-ce qu'on met en face, nous les maires, par rapport à ces ressources. Il nous faut absolument, en tant que maire, réconcilier, même si on n'est pas fâché, mais réconcilier et amener ce propos d'éclaircissement de à quoi sert la ressource, d'où vient-elle et le service public que l'on met ou le service au public que l'on met en face. Parce qu'aujourd'hui, le consentement fiscal est en danger. Le consentement fiscal me paraît en danger, mais c'est aussi... Bon, moi j'ai été élu maire en 2014, mais je pense aussi que c'est peut-être un peu de notre faute, parce que nous avons tous été à un moment ou à un autre tentés par des phénomènes de gratuité. Non, c'est pas bien ça. La gratuité, c'est presque malhonnête. C'est presque malhonnête parce que la gratuité, elle n'existe pas. Ça veut dire qu'on va aller chercher des ressources ailleurs et que on va assurer ce service gratuit. La gratuité, c'est un peu pervers. Donc il faut expliquer à nos concitoyens d'où vient l'argent et à quoi il sert, leur assurer un service public. Il faut faire un travail sur le consentement à l'impôt, Olivier Carré. Oui, alors je vais juste céder à la facilité, qui évidemment voudrait qu'on n'augmente pas les impôts. Un tout petit élément par rapport à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est que la différence entre le dégrèvement et une compensation, c'est que le dégrèvement se substitue au contribuable. C'est évidemment quelque chose de beaucoup plus fort et qui oblige celui qui se substitue au contribuable, alors que ce que l'État a l'habitude de faire, c'est des compensations où là, il regarde ce qu'il donnait. Il fait une enveloppe qui est décidée chaque année et puis il donne ou il donne pas. Et donc et puis effectivement l'habitude montre qu'il a plutôt tendance à éroder les compensations qu'autre chose parce que ça dépend d'autres critères. Alors que juridiquement le dégrèvement est beaucoup plus fort puisque il se substitue au contribuable.
Donc c'est chacun de nous qui est quelque part garant de la recette que l'on recevrait, ce qui correspond à l'obligation qu'il a aujourd'hui de payer l'impôt. Philippe Laurent, aujourd'hui, le travail à faire est sur ce consentement à l'impôt. Il est en danger aujourd'hui? Écoutez, il peut être en danger. Oui, il est probablement en danger de manière générale. Vous l'entendez, ce ras-le-bol fiscal? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va au-delà du ras-le-bol fiscal? Moi, je suis maire depuis 2001, donc j'ai entendu beaucoup de choses. Et puis, j'étais déjà élu avant. Alors, moi, j'ai jamais d'ailleurs été tenté par la gratuité. En revanche, ce que nous faisons, et ça beaucoup de villes le font, c'est que nous avons des tarifs qui sont adaptés à la capacité contributive des gens. Je me souviens que le président de la République, dans le plan pauvreté, avait donc dit qu'il faudrait que les repas, le coût des repas, enfin le coût de la pause méridienne dans les écoles ne dépasse pas 1 euro. Mais je suis désolé, mais chez nous, on est en dessous d'1 euro pour les tarifs les plus bas. Et dans la plupart des communes aussi. Tout ça est déjà fait. On n'a pas attendu la parole divine pour pouvoir appliquer des mesures de solidarité et de lien social au sein de nos communes. On sait le faire, tout ça. Simplement, sur le plan du consentement à l'impôt, moi je crois qu'au niveau local, et c'est pour ça que la suppression de la taxe d'habitation est une erreur, au niveau local, le consentement à l'impôt est plus facile à obtenir parce que les gens voient directement ce qui se fait. En termes de services publics, en termes d'aménagement, en termes de réussite ou parfois d'échec, malheureusement, ils voient directement ce qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pour lequel nous pouvons engager un dialogue réel avec les habitants. Et franchement, vous savez, nos habitants, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils comprennent parfaitement que lorsqu'on développe un service, et si ce service, ils le jugent utile à la population, utile à l'avenir, eh bien, ils acceptent évidemment un ajustement fiscal. Ils peuvent l'accepter. C'est plus compliqué au niveau de l'État, parce que naturellement, on ne sait pas où ça va. Regardez les histoires de taxes sur le carburant. Maintenant, on découvre, on le savait, mais enfin maintenant, ça commence à se savoir, que le produit supplémentaire des taxes sur le carburant, je crois que c'est au-delà de 3 milliards d'euros, ne va pas entièrement à la transition énergétique. Donc là, les gens estiment qu'il y a tromperie sur la marchandise d'une manière. On leur a tenu un discours qui n'est pas appliqué. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que les gens ne supportent pas. Chez nous, on ne peut pas jouer à ça. Ils voient où va l'argent. André Léniel, une réforme de la fiscalité locale est annoncée au Parlement avant l'été. Qu'est-ce que vous attendez de cette réforme de la fiscalité locale? Eh bien, d'abord, ce qu'on vient de dire sur la taxe d'habitation, c'est-à-dire une taxe d'habitation qui, certes, ne pèse plus sur le citoyen individuellement, mais puisque c'est de l'engagement présidentiel, soit pris en charge par l'État et permette à nos communes de garder les moyens d'action qui sont les leurs aujourd'hui. Mais on a dit depuis le début aussi que la suppression de la taxe d'habitation n'était pas forcément la mesure la plus intelligente qui avait été proposée. Parce que là, on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'était, me semble-t-il, une erreur coûteuse. Parce que beaucoup de nos concitoyens croient qu'ils vont gagner à la suppression de la taxe d'habitation, mais pour beaucoup d'entre eux, ça sera un marché de dupes. Parce que bien évidemment, à partir du moment où ça coûte 24 milliards à l'État, c'est que 24 milliards, il va bien falloir que l'État les retrouve ailleurs. Alors on nous dit, il y aura des économies. On a le droit d'y croire. Vous n'y croyez pas? On n'est pas totalement obligé, et pas sur la totalité de la somme. Et ça veut dire pour le reste que ça sera de la CSG, que ça sera, pourquoi pas, de la taxe sur les carburants qui n'est pas utilisée pour la transition énergétique. Bref, ça rejoint ce qu'on disait. S'il y a gratuité de la taxe d'habitation, c'est que d'autres paieront, et les autres, ça sera probablement les citoyens dans leur ensemble, et pas forcément d'ailleurs avec les mêmes marges d'amélioration, puisqu'aujourd'hui, sur la taxe d'habitation, on peut localement décider des abattements qui tiennent compte de la situation de famille, qui tiennent compte de la situation économique du foyer. Alors que demain, si c'est noyé dans les impôts nationaux, alors nous n'aurons pas forcément un impôt beaucoup plus juste. Et aujourd'hui, supprimer la taxe d'habitation, ça ne gomme aucune des inégalités entre les citoyens et entre les territoires, ça les fige dans l'inégalité forte que nous connaissons aujourd'hui. Un mot sur la dotation globale de fonctionnement. Emmanuel Macron a dit qu'elle serait stabilisée pour la première fois depuis longtemps. Il a annoncé une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Hier soir, on va l'écouter. Pour la première fois, depuis nombre d'années, le niveau de la DGF, il a été le même pour le budget de cette année, il sera le même l'année prochaine, 18,5 milliards. Donc on met fin à une baisse de la dotation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à l'AMF, moi je suis tout à fait prêt à ouvrir le chantier de la réforme des règles de la DGF. Alors, il y a des règles.
Alors méfiez-vous parce que on va s'applaudir collectivement parce qu'on lance une réforme, mais après il va falloir la mener. Marie-Claude Jarraud, vous l'attendiez cette réforme de la dotation globale de fonctionnement? Oui, mais dans un package global. La dotation globale de fonctionnement crée des mécontentements parce qu'elle est perçue comme un impôt une dotation, excusez-moi, qui arrive sans qu'on puisse et que l'on subit. Alors, moi, par exemple, j'ai de la DGF qui a diminué, mais dans le cadre de la péréquation, elle a moins diminué que pour d'autres. Et puis, en plus, je reçois de la DSU. La DSU? Dotation de solidarité urbaine. Donc, en fin de compte, ma dotation qui m'arrive de l'État est stable. Et puis, à côté, il y a des communes qui sont, on va dire, plus riches, entre guillemets, et il faut aussi parler des critères d'attribution. Ces communes plus riches, eh bien, elles comprennent pas pourquoi elles ont une dotation qui diminue et puis elles ne sont pas éligibles à d'autres dotations pour les communes plus pauvres. Tout ça crée une espèce de trouble largement amplifié aussi par les médias qui interpellent sur des sujets un peu polémiques. Et tout ça crée des mécontentements. Juste, on entendait Emmanuel Macron dire « Vous applaudissez maintenant, mais cette réforme, il va falloir la mener ». Est-ce que ce n'est pas une réforme qui va diviser les maires? Parce que pour donner à certains, il va falloir prendre à d'autres. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a au moins une armoire entière de rapports sur la DGF et que chaque fois ça s'est traduit par le fait qu'on ne revoyait pas la DGF dans sa globalité, mais qu'il valait mieux créer une sorte de fonds de péréquation pour répondre à des problèmes d'égalité territoriale. Le vrai sujet, c'est la suite de la phrase que vous n'avez pas passée par faute de temps. C'est qu'il dit parce qu'évidemment on n'entendra pas ceux qui diront merci et qui gagneront, mais on entendra tous ceux qui râlent. Et je le vois aussi, je l'ai encore constaté ce matin, 3512 communes, je crois, qui perdent de la DGF cette année sur les 36 000. Alors c'est 3512 de trop, mais on n'entend pas celles qui ont eu un écart légèrement supérieur. Voilà, donc c'est ça la difficulté, c'est que l'État réagisse à enveloppe constante. Simplement, les 3512 qu'on évoque, c'est celles qui ont perdu énormément. Sur l'ensemble, si on ne parle que de la DGF, sur 35 000 communes, 21 000 ont perdu de la DGF dans la dotation forfaitaire. Puis ensuite, il y a ce qu'a évoqué Marie-Claude Jarraud, qui est la compensation par les dotations de péréquation. Il en reste au total 16 000 qui ont perdu malgré les dotations de péréquation. Donc c'est considérable. Et c'est là que, avoir dit, comme cela a été dit, que 99% des communes verraient au plus mal leur DGF stabilisée et l'ensemble de leur dotation garantie, s'est révélé totalement inexact. Philippe Laurent, qu'est-ce que vous attendez? Édouard Philippe sera là cet après-midi, devant vous, il prononcera le discours de clôture. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Écoutez, bon, il y a énormément de questions qui se posent, etc. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est que les uns et les autres, et notamment au plus haut niveau de l'État, disent clairement, avec conviction, ce qu'ils entendent par, encore une fois, décentralisation. Pour nous, la décentralisation, c'est un projet de société. C'est plus qu'une organisation administrative. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de fond, parce que toutes celles et tous ceux qui sont ici, mais tous les Françaises et tous les Français sont concernés. Ça veut dire, la décentralisation, qu'on permet à chacune et chacun d'exercer des responsabilités sur le territoire, qu'on rapproche la décision du citoyen. Vous savez, moi je ne suis pas socialiste, mais j'ai relu récemment... Nul n'est parfait, André. Mais j'ai relu récemment le discours qu'a prononcé Gaston Defferre en juin 1981, lorsqu'il a présenté ce qui est devenu la loi du 2 mars 82. Il faut le relire, ce discours. D'ailleurs, je pense qu'on va l'envoyer au président de la République, au Premier ministre, André, parce qu'il montre bien
le changement de culture profond qu'entraîne la décentralisation, le choix de la décentralisation. Ce changement de culture, c'est le vrai problème. Et aujourd'hui, notre problème n'est pas tant la culture d'un certain nombre de dirigeants nationaux qui ont cette culture, mais qui ne peuvent plus la faire passer parce que la haute administration, elle en revanche, elle n'a pas cette culture. Tout à l'heure, Olivier disait, il faut que le président soit capable d'imposer à la haute administration la chose. Et bien ça, c'est son vrai défi à lui, au président de la République, si tant est qu'il soit convaincu de la décentralisation. Ce sera le mot de la fin. On va écouter ce que vous dira Édouard Philippe cet après-midi. Nous suivrons son discours, bien sûr, en direct à partir de 16h sur Public Sénat. Mais tout de suite, la journée événement se poursuit. On va retourner au Sénat, retrouver Delphine Girard. Bonjour Delphine. On va suivre avec vous la séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci Oriane. Effectivement, je vous repasse la main à 16h pour le discours d'Édouard Philippe. Mais en attendant, place aux travaux du Sénat avec, vous l'avez dit Oriane, les questions d'actualité au gouvernement. Elles sont à suivre en direct sur notre antenne. Ce sera à partir de 15h. Parmi les thèmes aujourd'hui est la situation à La Réunion, marquée par des violences en marge du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi les relations État-collectivité après le discours d'Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée. Dans le reste de l'actualité, au Sénat, coup d'envoi de l'examen du budget, alors que le ras-le-bol fiscal